Donc, bonjour à tous. Comme je vous avais expliqué, on a eu un petit changement, vous le savez, aujourd'hui, c'est Frédéric Worms et moi-même qui faisons un cours autour de Winnicott. Frédéric, dans un instant, va expliquer à partir de quel texte il part, et puis on va entrelacer les paroles, même si les textes se répondent au loin, mais ne sont pas nécessairement à mettre en vis-à-vis, mais on avait envie au moins de dédier une séance à ces deux auteurs, et puis à la rentrée, on poursuivra bien sûr ce cheminement-là. Mais on a choisi un peu la même méthode, c'est-à-dire de partir d'un petit texte et puis d'aller le nourrir par toute une série de définitions, de réflexions, de commentaires, etc. Et donc, le texte que je prendrai, moi, il est présent, c'est le cas de le dire, dans un texte qui s'appelle Présent et Avenir de Jung. C'est un texte de fin de vie, donc de 1957, et à partir duquel on pourra, on va dire, définir les grandes notions jungiennes que sont l'individuation, la question bien sûr de la persona, la question de l'ombre, la question de l'inconscient collectif, et à relier avec cette question de l'inconscient individuel et personnel. Et bien sûr, au milieu de tout ça, mais comme un couple archétypal essentiel, le médecin et le patient. Et précisément, le rôle du médecin est posé dans ce petit texte de départ que nous allons commenter ensemble. Voilà. Tu veux dire, toi, ton texte sur Winnicott? Oui, juste pour annoncer un tout petit peu les grands thèmes. Donc on va croiser dans cette séance de... Comment? Il faut allumer le micro. Ah oui, je sens que tu... Non. Non, oui. Ah non, c'est bon, voilà. Il n'était pas allumé en fait. Donc nous allons croiser dans cette séance finalement la psychanalyse et la philosophie autour de la question du soin sous deux angles différents et en croisant deux penseurs très différents, mais pour recouper finalement les mêmes enjeux. Et moi je les vois de deux façons, c'est-à-dire à la fois un enjeu de fond, comment l'inconscient et la manière dont il a été théorisé peut intervenir dans le soin, mais aussi un enjeu de méthode, c'est-à-dire, en tout cas du point de vue du texte dont je vais parler, c'est au moins aussi important, c'est-à-dire non pas tellement comment la médecine a besoin de la psychanalyse ou la philosophie a besoin de la psychanalyse pour penser la médecine, mais comme pratique, mais plutôt comme cadre, c'est-à-dire comment la psychanalyse peut paradoxalement fournir un modèle pour un aspect de la médecine. Et c'est de ce point très précis que parle Winnicott dans le texte dont je vais parler, qui est une conférence intitulée Cure, en anglais, qui a été traduite en français sous le titre Cure, mais qui, d'une certaine façon, évidemment, anticipe déjà sur les difficultés de traduction de ce mot, puisque si on traduit cure par soin, on oublie qu'en anglais, il est à rapprocher du mot très proche care, qui définit un autre aspect du soin, et que Winnicott, dans ce texte, invente déjà une étrange notion avec un trait d'union ou un slash. Il dit pour penser vraiment le soin, il faut penser le care cure. C'est-à-dire les deux aspects, le guérir médical et le soigner qui est aussi médical, mais un autre modèle de la médecine que la psychanalyse, dont la psychanalyse fournit le modèle. Mais le modèle de cette autre pratique du soin, encore une fois, Winnicott ne va pas le chercher dans le contenu de la théorie psychanalytique, mais dans la méthode de la pratique psychanalytique. Et c'est de ce point moi, que je voudrais surtout parler. Mais je ne vais pas... Voilà, il faut mieux laisser un peu de suspense. Et puis, je pense que ce sera intéressant de recouper les choses. Je crois que le thème intéressant, c'est de dépasser les conflits actuels sur la place de la psychanalyse dans la médecine, dans la philosophie du soin, et de montrer que il ne s'agit pas d'être pour ou contre, mais il s'agit d'avoir une pensée complète de l'homme à travers la question du soin, et que là, les rapports entre philosophie, médecine et psychanalyse sont indispensables. Mais ça, je pense qu'on va le montrer chacun à notre manière, et que la discussion avec vous sera très intéressante pour en parler.
Alors, précisément sur cette place, ce rôle de l'inconscient dans le soin, dans ce texte, non seulement ce rôle de l'inconscient, mais ce que Jung va appeler la rencontre avec soi-même, mais la rencontre aussi avec la part d'ombre. On va venir définir ce qu'il entend par d'ombre. On prendra également des références dans les racines de la conscience. Donc là, l'enjeu dans ce premier texte, c'est de voir que, d'abord, il y a une tonalité très typique des textes de fin de vie, qui est une tonalité plus existentielle. Je dirais, où Jung ne va pas simplement définir le rôle du médecin en tant que thérapeute, par son métier, par sa discipline, par sa compétence, mais au contraire, et bien évidemment pas comme simple soignant d'un dysfonctionnement organique, surtout pas comme ça, mais avoir une approche beaucoup plus holistique, beaucoup plus archétypale de ce qu'est le médecin, comme celui qui a conscience, à la différence d'autres métiers, celui qui a conscience que l'homme est en danger, d'une certaine manière, à partir du moment où il est dans ce qu'il appelle une impréparation psychique, c'est-à-dire que l'homme est lui-même inconscient de ses forces inconscientes, c'est ça qu'il est en train de dire, et il est ignorant des dynamiques psychiques qui le constituent. Et on verra un petit peu plus loin dans le texte, notamment un peu plus bas dans le texte, que ça se joue sur deux niveaux. C'est-à-dire que le médecin, bien évidemment, est celui qui est ce tiers qui permet, en tout cas qui sait à quel point il est important que le patient soit conscient, et c'est le terme qu'utilise Jung, de ce qui peut lui porter secours. Il utilisera ce terme-là, les forces secourables. Et qu'est-ce que c'est les forces secourables? C'est précisément avoir conscience de, à la fois, cette part d'inconscient qui est en soi-même et les dynamiques psychiques qui constituent le sujet. Premier point. Mais deuxième point, le médecin doit être conscient des propres forces qui sont les siennes et qui le constituent. Donc c'est un double jeu tout à fait important. L'impréparation psychique, elle concerne et le patient et le médecin. Alors je cite un petit peu le début. Ce que notre époque a pris en majeure partie pour l'ombre, pour la non-valeur, et pour les infériorités de la psyché humaine est tout autre chose et bien plus que du négatif. Le seul fait que les hommes, en quête de connaissance d'eux-mêmes, en soumettant leur propre âme à l'esprit de recherche, se soient trouvés face à face et confrontés avec leur instinct et le monde de leur image, pourrait jeter une lumière sur l'étendue et l'importance des forces qui sommeillent dans l'âme, abandonnées à elles-mêmes, forces dont on a rarement l'idée tant que tout va bien dans un individu. En réalité, il s'agit de possibilités dotées du plus grand dynamisme, et c'est du conscient, de son attitude et de sa préparation que dépendra la question de savoir si l'éruption de telles forces et des images et représentations qui leur sont liées apportera une contribution constructive ou, à l'inverse, deviendra source de catastrophe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que précisément, il s'agit effectivement de comprendre que ce n'est pas simplement l'homme uniquement qui ne saisit pas la nécessité de la compréhension de ce travail de l'âme, de cette dialectique entre la conscience et l'inconscient, mais que très souvent, c'est l'époque elle-même qui manque la valeur de tout ce travail de l'assimilation de ce qui est simplement considéré comme du négatif, alors qu'il faudrait précisément comprendre comment on peut
attraper cette part d'ombre qui à la fois est celle qui est à l'intérieur du sujet et qui bien évidemment renvoie à ce qui se joue de façon plus collective. Et là, Jung va dire, une des spécificités du médecin, c'est que précisément, il est le seul, donc c'est pas rien, c'est le seul qui est capable, par expérience, de connaître la précarité de la préparation psychique de l'homme. Et le rôle du médecin, c'est de pointer du doigt, je ne suis pas sûre que ça marche, hein, le micro, mais bon, si, ça marche, de pointer du doigt le manque de préparation psychique de l'homme et bien évidemment d'amener l'homme à trouver, et je cite, les représentations secourables qui ont permis à l'homme, et c'est ça qui est intéressant également, toujours depuis le fond des âges, et on reviendra tout à l'heure sur cette question aussi qui renvoie aussi à ce qu'on appelle l'inconscient collectif. Donc comment, depuis le fond des âges, on va apprendre à aller chercher dans l'inconscient collectif et dans l'inconscient personnel les représentations secourables pour précisément traverser, c'est pas rien, dit-il, l'obscurité et les dangers. Donc on voit, c'est assez. Alors c'est très intéressant parce que d'une certaine manière, et on le verra un peu plus loin également, que tout le travail du médecin ici, alors bien évidemment le médecin, thérapeute, psychiatre, psychanalyste, donc il y a aussi ça derrière, mais c'est sans doute, ça dit quelque chose de bien plus, je pense, de bien plus conséquent sur ce qu'est un médecin en règle générale, c'est la valorisation de la dimension pronominale de soigner, se soigner. C'est ça qu'il est en train de dire. Trouvez en vous-même les représentations secourables. C'est-à-dire que, en fait, le soin, soigner l'autre, c'est amener l'autre à se soigner aussi. Et c'est ce geste-là, je pense, que veut pointer aussi Jung dans ce texte. Alors, je poursuis. Donc, le médecin semble être le seul à savoir la qualité, la nécessité de cette préparation psychique. Très bien. Deuxième temps, le but est de trouver les représentations secourables. Très bien. Mais en fait, tout de suite, et là on ouvre à une fonction soignante en partage, en fait c'est pas du tout, il a dit c'est le médecin qui est le seul, mais en fait très très vite il va dire non, c'est au cours de ce travail de recherche mené de concert avec l'homme malade. Donc là aussi, spécificité, c'est absolument de concert. En plus avec cette formule de concert qui prouve le caractère harmonique. Il y a une sorte de symbiose, de diapason, il y a quelque chose du transfert et du contre-transfert qui se joue là. Et, je cite, au cours de cette quête, au cours de ce travail de recherche mené de concert avec l'homme malade, ça aussi, c'est très intéressant de réinscrire le soin dans un travail de recherche. De réinscrire le soin comme dispositif premier scientifique, dispositif premier de connaissance. Donc au cours de cette quête, au cours de ce travail de recherche mené de concert avec l'homme malade, en lequel et par lequel il s'agit de découvrir ses forces et ses représentations qui lui permettront de se sauver lui-même, donc on retombe encore sur cette fonction pronominale, en se mettant en conformité avec lui-même, donc on reviendra tout à l'heure après avoir laissé Frédéric parler un petit peu de Winnicott, se mettre en conformité avec lui-même, ça va être toute la recherche du self, du soi, donc le processus fameux d'individuation. Donc là aussi, ça met le médecin comme partenaire l'analyste aussi bien sûr, comme partenaire un peu privilégié dans cette mise en place de l'individuation. Et là, cette chose tout à fait intéressante, donc de concert avec le malade, compétences partagées bien sûr, mais je poursuis, au cours donc de cette recherche qui exige tout d'abord de la
patience, et on ne joue pas simplement sur les termes, mais je trouve que c'est assez joli, effectivement, de basculer vers la patience du médecin, hein, et c'est ça que Jung souligne dans ce texte, la patience du médecin, et puis bien évidemment, directement un écho à un texte qu'on avait vu souvent et que Frédéric aussi a vu avec vous sur le normal et le pathologique et Candième. Vous vous souvenez que Candième rappelle que voilà, dans la définition, le diagnostic du sujet malade, etc., Candième a cette formule de dire la juridiction du savoir objectif s'arrête, hein, et qu'il y a véritablement les normes subjectives, les normes personnelles sont tout à fait déterminantes, et que ce qui est dit par le malade est absolument déterminant dans la clinique, dans le colloque singulier, pour définir ce qu'est ce sujet malade. Et là, les choses sont un peu dites différemment, mais ça veut dire la même chose. Le médecin ne peut s'appuyer sur aucune des formules traditionnelles telles que il faudrait, on devrait, etc. Ces formules, d'ailleurs, si le médecin les employait, reviendraient à laisser toute la peine à l'autre, en s'attribuant le rôle facile de celui qui exhorte. Chacun sait combien est vain et inutile le prêche des choses souhaitables, mais en situation de conflit, l'impuissance générale est telle et les exigences implicites auxquelles l'individu est confronté si rudes que l'on préfère encore répéter l'erreur du prône. Et puis j'en termine, au lieu de se casser la tête, dixit, au lieu de se casser la tête sur les complications et les nuances d'un problème subjectif. Donc c'est très intéressant parce que le refus de la prise de considération de la subjectivité, c'est de la maltraitance. Laisser la peine à l'autre. C'est ça qu'il dit. Donc, c'est non seulement refuser de se casser la tête sur les complications, donc intellectuellement, cognitivement, c'est pratiquer un geste inférieur que de cette dévalorisation du savoir subjectif ou de la norme subjective, mais en plus, double peine, c'est ne pas faire son travail de soignant, laisser la peine à l'autre. Et en outre, il ne s'agit chaque fois que d'un individu et de ses problèmes, et non point de 100 000 masses de gens qui, selon l'esprit du temps, vaudraient la peine que l'on se donne de la peine. Bien que l'on sache que rien n'a été fait, tant que l'individu dans son particulier n'est pas transformé. Voilà. Donc, le grand test de crédibilité du soin en dernière instance, c'est cette peine qu'on évite à l'autre et qui, en plus, va faire en sorte qu'à un moment donné, le soin est une transformation du sujet qui est en face de soi. Et de ce sujet-là, pas de la maladie. Mais de ce sujet-là, simplement, et pas une avancée théorique sur telle maladie. Et c'est ça la règle de la bonne médecine, soigner cet individu et non pas soigner une maladie en règle générale. Bon, voilà déjà un premier lancement, et puis je donne la parole à Frédéric. Sinon, je te donne le mien. Merci. Bien, alors je vais enchaîner en effet en insistant sur l'aspect paradoxal du texte que je vais maintenant prendre pour base, qui est donc une conférence prononcée par Winnicott, psychanalyste anglais, comme vous le savez, en 1970, vers la fin de sa vie, peu avant la fin de sa vie, là aussi. Mais je ne suis pas sûr que ça se marque beaucoup dans le texte, mais quand même si, parce que c'est important, donc dans cette sorte de... Ce que certains écrivains, Adorno et puis ensuite d'autres, ont appelé le style tardif. Ce que Cynthia appelait les œuvres de fin de vie, eux, ils l'appellent le style tardif, c'est-à-dire certains écrivains, quand ils sont âgés, au fond, écrivent tout à fait différemment
se libère au fond de certaines contraintes. Et Adorno prend par exemple les derniers quatuors de Beethoven ou la sonate opus 111, et ça a été repris récemment par exemple par Kenzaburo Oe au Japon, qui après la catastrophe de Fukushima a écrit un très beau livre sur le style tardif. Un vieillard, il pensait ne plus jamais écrire, et puis la catastrophe a réveillé en lui des choses. Bon. Donc il y aurait peut-être quelque chose à dire effectivement sur ce style tardif des grands artistes et des grands écrivains, qui libèrent en eux, enfin, qui leur permettent de dépasser les conventions tout en restant dans leur style. Mais c'est une chose très belle de réflexion de l'auteur lui-même comme vivant, au fond, dans son écriture. Cette conférence, elle a un autre aspect intéressant, c'est qu'elle a été prononcée par Winnicott à l'adresse de médecins, dans un congrès de médecine, mais dans une église. Et je vais vous citer une phrase très ironique où Winnicott décrit l'importance de ce contexte d'une manière critique et ironique extrêmement importante, que je vais soulever dans un instant, qui n'a pas été reprise dans la traduction existante qui est chez Gallimard, qu'on a reprise aussi on a refait une édition de ce texte dans un petit volume de la collection Questions de soins qui s'appelle À quels soins se fier, conversation avec Winnicott. Là, on n'a pas pu changer de la traduction, qui a des droits, mais on a rappelé qu'il y a une partie de l'expression anglaise originale de Winnicott qui n'avait pas été traduite. Or, elle est fondamentale. Et elle est fondamentale pour l'importance du texte par rapport à ce que vient de dire Cynthia, et que je vais résumer un peu maintenant. C'est-à-dire qu'au fond, comme Jung et comme Freud d'une certaine façon, Winnicott cherche à montrer, je dirais, l'aspect subjectif de la relation de soins. Non seulement dans la psychanalyse, comme traitement disons, ou approche, traitement, il ne faudrait pas dire traitement, mais disons, rapport à des dimensions subjectives, mais de toute relation médicale. L'ambition de Jung ici, comme de Freud indirectement, et de Winnicott très explicitement dans le texte que je vais commenter, c'est de dire la dimension subjective n'est pas réservée à la psychologie ou à la psychanalyse, comme si c'était un secteur de la médecine. La dimension subjective est présente dans toutes les relations médicales. Et c'est aussi ce que Cynthia vient de dire, c'est un point très important. Dès que vous faites de la subjectivité l'objet d'une science particulière, justement, vous en faites un objet. Or, la subjectivité n'est pas un objet d'une science parmi d'autres, ou pas seulement, il y a peut-être des sciences qui l'étudient comme telle, mais elle est aussi présente dans toutes les dimensions, évidemment, de la vie, et notamment de la maladie et de la médecine. Donc l'idée, c'est d'étendre cette dimension subjective à toute la relation médicale, et à toutes les relations médicales, même quand on vous traite un problème apparemment purement objectif, qu'il s'agisse d'une jambe cassée ou d'un cancer, du bobo le plus minime jusqu'à la maladie la plus grave, évidemment, et ils ont une dimension subjective. Et jamais seulement une dimension objective, même s'il y a une urgence vitale, même si c'est un os cassé, etc. Et ça n'est pas réservé aux troubles de la subjectivité. On pourrait dire tout trouble d'un humain vivant est un trouble de la subjectivité, et pas seulement certains troubles qu'on catégoriserait comme étant des troubles de la subjectivité. La subjectivité n'est pas un objet particulier, mais une dimension transversale. Une dimension transversale de toutes les relations humaines, et notamment de toute l'expérience de la maladie. Et donc ça, c'est un point commun entre toutes les approches, évidemment, qu'on étudie. C'est pour ça que le débat entre psychanalyse et psychiatrie, par exemple, doit être dépassé, parce qu'il a sa légitimité technique dans un domaine. Par exemple, pour comprendre une maladie mentale, les psychanalystes, les psychiatres cognitivistes ou autres, sont légitimement dans une controverse. Qui peut le mieux traiter ? Donc ça, c'est un débat et très, 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 très compliqué en ce moment. Mais sans même entrer dans la dimension de la psychanalyse comme telle, là, on traite d'un autre sujet. Ça n'est pas qui a raison sur les maladies mentales ou sur la dimension de la psychiatrie, mais plutôt comment tenir compte de la dimension subjective dans toutes les dimensions de la médecine. Donc c'est encore une fois très différent. Et de ce point de vue-là, il faut dépasser la controverse un peu quand même assez profonde, qui divise aujourd'hui le champ de la psychiatrie, pour entrer plutôt dans l'interprétation de la relation médicale comme telle, où là on a besoin de tout le monde, pour des raisons qui viennent d'apparaître et que je vais compléter. Alors le paradoxe du texte de Winnicott, c'est que contrairement à Jung, qu'on vient d'entendre expliqué par Cynthia, il procède tout à fait différemment. Que fait Jung ? Jung, il interprète justement la dimension subjective de la relation du médecin et du malade, du point de vue, disons, je dirais, de l'intériorité de la subjectivité. C'est-à-dire,
les représentations, cette très belle expression, des représentations secourables, de la part d'ombre, de l'impréparation dans lequel est chaque sujet vis-à-vis de lui-même, qu'il s'agisse du malade ou du médecin, bon, donc tout ce que tu as décrit. Le paradoxe de Winnicott, dans le texte que je vais décrire, texte qui en anglais s'intitulait Cure, donc, c'est que il va pas, comme je disais tout à l'heure, il va pas prendre dans la psychanalyse l'analyse de l'intériorité, de la subjectivité comme expérience, mais il va justement essayer de l'inscrire dans l'extériorité, de définir des conditions extérieures de traitement de la subjectivité, de rapport à la subjectivité. Et il va, comme il parle à des médecins, il veut précisément leur montrer que la psychanalyse vaut comme modèle non pas seulement par son contenu qui porte sur la subjectivité, mais par sa méthode extérieure pour en parler, pour l'aborder dans une relation qui a sa technique. C'est très très important. Il veut montrer que la médecine, la dimension subjective de la médecine est tout aussi technique, tout aussi cadrée au sens très strict du terme, tout aussi oui, spécialisée en un sens, professionnelle, c'est le mot qu'il emploie, tout aussi professionnelle que la dimension objective. Parce que là aussi, c'est un contresens qu'on fait souvent. On croit que y a un médecin qui est un technicien, c'est le médecin du corps, et puis un médecin qui est une sorte de poète ou de prophète ou de je ne sais quoi, qui est le psychologue ou le psychanalyste. Non, et Freud l'avait déjà dit en faisant des conférences évidemment sur la technique psychanalytique. L'invention de la psychanalyse réside peut-être au moins autant dans sa technique, avec ses aspects professionnels qui font toujours l'objet de controverses, évidemment, parce que c'est pas non plus une technique. C'est une technique qui se veut aussi professionnelle qu'une autre, mais différemment, puisqu'elle a un objet un peu différent. Bon. Mais là, vous allez voir que Winnicott est très très exigeant sur l'aspect technique de la psychanalyse. Et donc, il veut absolument montrer aux médecins à qui il parle, qui sont ses collègues médecins. Winnicott a la particularité, en fait, très partagée dans la première génération de psychanalystes, d'avoir commencé comme médecin. Il était pédiatre au départ. Hein. Et son grand recueil d'articles s'intitule « De la pédiatrie à la psychanalyse hein. ». Et comme Freud était neurologue au départ, hein, finalement, il y a pour eux aucun changement. Hein. Ils ont, contrairement à ce qu'on lit aujourd'hui dans certains livres, non seulement ce n'étaient pas des critiques de la science, mais c'était des scientistes. Winnicott, Freud, alors peut-être pas Jung, justement, mais Freud et Winnicott sont... Moi je dis souvent, ce qu'on peut reprocher à Freud, c'est pas du tout de critiquer la science, c'est au contraire d'être presque trop scientiste. C'est-à-dire Freud n'a confiance que dans la science, l'objectivité, la vérité, ce que les expériences peuvent confirmer ou infirmer. Enfin, c'est vraiment un savant du 19e siècle allemand bon, dans sa formation. Winnicott, en un sens aussi, et on va le voir, il parle à ses collègues médecins. Et ce qu'il veut leur montrer, c'est qu'il y a une dimension subjective de la médecine, de toute médecine, mais qui n'est pas ce que l'on croit, c'est-à-dire qui n'est pas justement seulement une sorte de profondeur mystérieuse. Et le risque que court Jung, d'ailleurs, c'est un risque qu'on lui reproche souvent, c'est justement d'avoir rendu la subjectivité un peu trop mystérieuse. Là, on est dans l'extrême inverse de la psychanalyse. C'est-à-dire pour Winnicott, on n'est pas du tout dans les profondeurs mystérieuses de la subjectivité, mais au contraire dans la définition d'un cadre technique pour aborder la dimension subjective, ce qui est un défi aussi, un défi peut-être même encore plus important. Bon. Et ce point, Winnicott va le traiter en disant, voilà, il y a une dimension qui a été oubliée dans la médecine, c'est pas celle que vous croyez, elle est subjective, mais elle n'est pas ce que vous croyez. La psychanalyse nous en donne un modèle, et en plus, ce modèle est important pour toute notre vie. C'est les trois parties du petit texte. Et cette dimension, je vais la nommer dans un instant, mais d'abord, il faut prendre cette phrase dont je parlais, qui est ironique à l'égard de la religion. Hein. Winnicott commence, au début de cette conférence, donc il faut se replacer, on est en 70, il est environné par des médecins, je vais dire du corps, hein, des médecins, pas des psychanalystes, pas des psychologues, et il leur parle dans une église. Et la première phrase qu'il leur dit, c'est « Ce n'est pas de l'expérience intérieure que je vous parlerai, mais de la philosophie qui sous-tend notre pratique de médecin, c'est-à-dire, alors ça, je vous dis la traduction française un peu désastreuse chez Gallimard, hein, c'est-à-dire de la relation extérieure. Mais en fait, que disait le texte anglais? Il disait, hein, je ne pratique pas, je ne traite pas I do not deal with, je ne traite pas de la religion de l'expérience intérieure,
mais de la philosophie de notre métier comme praticien de la médecine, c'est-à-dire de la religion de la relation extérieure. La religion de la relation extérieure. Ce qui est extraordinaire, ce qui veut dire je ne vais pas vous parler de l'intériorité. La psychologie, la psychanalyse n'a rien à voir, n'a pas à voir seulement, en tout cas, n'a même rien à voir avec ce que vous croyez, avec un substitut de la religion. Ça n'est pas un substitut de la religion. Le psychanalyste, contrairement à ce qu'ont dit beaucoup de gens, y compris Foucault à un certain moment donné, c'est pas ce qu'il a fait de mieux à mon avis, la psychanalyse n'a pas pris le relais de la confession religieuse. Ce n'est pas ça. Peut-être ça l'a pris, mais peut-être justement pas par l'aspect qu'on croit, pas par l'aspect d'intériorité, par un autre aspect. Et ce qui va compter beaucoup, c'est cette question de la relation extérieure. Extérieure, mais néanmoins subjective. Et quelle est cette dimension? Alors là, il faut dans le début du texte, Winnicott va la définir par rapport à la médecine en général. Il dit dans la médecine, on parle souvent du cure. Le cure, c'est donc Maintenant, on est habitué à cette distinction, on est en 70, et même les Anglais ne l'avaient pas encore tout à fait théorisé, donc il est un des premiers à l'employer. Il n'y avait pas du tout encore ce qu'on appelle aujourd'hui les éthiques du care, au contraire même. Donc il retrouve dans la langue ce qu'il appelle un beau mot, un mot oublié, mais qui a une sorte de saveur, dit-il. Un bon mot, dit-il, ce que je trouve extraordinaire pour une réflexion sur le soin. Nous avons ce mot dans notre langue, ce bon mot, cure. Mais il y a un autre mot qui a été oublié, qui est le mot care. Je crois qu'à l'origine, cure signifie care, dit-il, etc., etc. Donc le cure, c'est le traitement objectif, ce qui élimine la cause de la souffrance. Donc ça, c'est ce qu'on peut appeler le traitement, précisément. Et le care, ça va donc être le soin subjectif. Et on a aujourd'hui, évidemment, dans toutes les éthiques du care et dans toutes les philosophies du soin, de manière très différente, et d'ailleurs très polémique entre elles, plusieurs versions de cette opposition de l'objectif et du subjectif. Mais alors, qu'est-ce qui va définir le care pour Winnicott? Ce qui va le définir, c'est d'une certaine façon une dimension subjective, et c'est ce qu'il va appeler l'attention à autrui, d'une certaine façon. L'attention. Bon. Mais, et parfois il se traduit ici aussi par prendre soin ou par exemple, le généraliste, il ne suffit pas qu'il connaisse les remèdes, il faut aussi qu'il prenne soin du patient, qu'il s'intéresse à lui. Mais comment est-ce qu'on prend soin du patient? Pas seulement objectivement, mais subjectivement. Et c'est là que Winnicott nous surprend, parce qu'il va donner un critère extérieur. Et ce critère extérieur, qui fonde la relation subjective, c'est pas du tout une sorte de profondeur intuitive, une sorte d'insight mystérieux, une sorte de mystère, ou bien par entrer dans l'inconscient d'autrui, ou bien par silence total du psychanalyste, comme chez Lacan. Ce qui fonde la relation à autrui, c'est ce que Winnicott appelle la confiance. Une relation de confiance. Il faut qu'il y ait une relation de confiance intersubjective. Et qu'est-ce qui fonde cette relation de confiance? Qui va permettre au malade d'exprimer sa subjectivité et au médecin de l'entendre, d'y avoir accès tout simplement. L'accès à l'intériorité se fait par une confiance extérieure. Qu'est-ce qui fonde cette relation de confiance? Ici, Winnicott descend encore plus dans la langue. En tout cas, il donne sa force à un mot très, très précis dans la langue française, bizarrement, dans la traduction en tout cas. Ce qui fait la confiance, dit-il, c'est la fiabilité. C'est le fait d'être fiable. Et qu'est-ce que c'est être fiable? Ce sont des critères extérieurs. C'est être à l'heure, en particulier, être là quand on a besoin de vous, montrer à l'autre qu'il peut compter sur nous. Il faut montrer à l'être qui dépend de nous qu'il peut dépendre de nous. Il y a un jeu de mots en anglais, to depend on someone, ça veut dire à la fois être dépendant de et pouvoir compter sur. Pouvoir compter sur. I depend on you, ça veut dire je compte sur toi. Ça ne veut pas dire seulement je dépends de toi, ça veut dire je compte sur toi. Et la relation est possible quand, dit-il, nous pouvons répondre à la dépendance par la fiabilité. Ce qu'on attend de nous, dit-il, de nous médecins, c'est qu'il soit possible de dépendre de nous. C'est possible de dépendre de nous. La dépendance n'est pas une passivité, mais une exigence. La dépendance n'est pas seulement une faiblesse, mais en quelque sorte un commandement, mais pas un commandement au sens de Lévinas, un commandement éthique. C'est pas tu dois m'aider, c'est un commandement
technique déontologique aussi, déontologique. Le nous, c'est le nous professionnel. Le bon médecin, c'est juste ce que nous entendons par un bon médecin, c'est-à-dire, effectivement, il m'a donné rendez-vous, il est là, il peut me faire attendre, mais d'ailleurs, par exemple, moi j'ai une généraliste chez qui j'attends toujours 2 heures, mais je sais que quand je serai dans son cabinet, elle sera entièrement, et je sais que si elle nous fait tous attendre 2 heures, c'est parce qu'elle est présente complètement avec chacun, c'est pas parce que justement elle expédie les malades, comme dans le médecin des esclaves de Platon. Donc elle prend son temps avec chacun, mais surtout elle est là pour le malade quand il est là, et on peut dépendre de lui. Et cette théorie de la fiabilité est vraiment très très importante. Le premier devoir du médecin, c'est d'être fiable. On demande aux médecins, mais aussi aux infirmiers et infirmières et aux travailleurs sociaux, d'être humainement et non mécaniquement fiables. On veut que cette fiabilité, cette possibilité de dépendre de nous, fasse partie de notre attitude générale. Alors, donc, le médecin est quelqu'un sur qui le malade doit pouvoir compter. Doit pouvoir compter d'abord parce qu'il est fragilisé, et donc c'est ça qui va permettre la relation subjective. C'est pas de dire je connais votre inconscient, etc. Au contraire même. C'est au contraire de dire je suis là pour votre dépendance, à l'écoute de votre et même pas tellement dans une disposition subjective, mais d'abord je respecte des règles qui vont permettre de nous rencontrer. La rencontre de la subjectivité a besoin de règles extérieures. Et là, c'est là que vous voyez bien que dans un deuxième temps, Winnicott va dire à ses médecins, il a devant lui, ce n'est pas des psychanalystes, c'est extrêmement important, il va leur dire, voilà ce que la psychanalyse peut vous apprendre. Ce que la psychanalyse a inventé, c'est un cadre technique qui permet la confiance, de telle sorte que le patient puisse dire, comme disait Freud, tout ce qui lui passe par la tête, toutes ces associations libres, puisse parler en toute confiance. Et Winnicott va énoncer les règles de la technique psychanalytique qui deviennent, moi ce que j'appellerais volontiers, ce que j'ai appelé dans le petit commentaire que j'ai déjà, mais qui est un peu différent que bon, les commandements de toute pratique médicale. Il va les énoncer. Et il y en a un certain nombre, mais pas beaucoup, il en énonce 6, mais en fait il y en a un qui est très très important, c'est il y en a plusieurs, il ne faut pas qu'il y ait de hiérarchie, il faut qu'il y ait, effectivement, c'est là qu'on retrouve Winnicott, qu'on retrouve Jung, il faut qu'il y ait une sorte d'égalité de fragilité, que le médecin soit tout aussi, reconnaisse sa fragilité comme le malade, alors que le médecin, on lui a appris à être un technicien supérieur, mais il doit se souvenir qu'il est lui aussi fragile, lui aussi mortel, etc. Mais surtout, le plus important, ce que la psychanalyse apprend à tout médecin, c'est la manière dont il peut définir le cadre de cette fiabilité. Être professionnellement fiable. Professionnellement fiable. Nous devenons fiables d'une manière qu'il n'est possible de maintenir que dans le travail professionnel. Et quelle est quels sont ces commandements de la fiabilité médicale qui viennent de la psychanalyse? Il y a d'abord évidemment l'idée de la neutralité absolue. Le médecin ne juge pas. Le médecin ne juge pas. Nous ne nous comportons pas en moralistes, dit Winnicott. On n'aide pas le patient en lui disant qu'il est méchant d'être malade. Donc on ne le culpabilise pas et on est dans une neutralité morale. Le patient sait que nous ne sommes pas là pour le juger. Et il dit, faites-en autant, vous autres médecins du corps. Le psychanalyste, on peut dire que la psychanalyse est une fiction, on peut critiquer la psychanalyse si on veut, si on peut prouver qu'elle est fausse, prouvons-le. Mais ce qu'on ne peut pas lui dire, c'est qu'elle n'a pas inventé de règles déontologiques pour sa pratique. Alors évidemment, ces règles déontologiques, on ne va pas rentrer dans le débat sur la psychanalyse ici, elles sont, au fond, le problème, c'est que les psychanalystes, en France en tout cas, ont toujours refusé qu'elles soient instituées par l'État, par exemple. Mais il y a quand même des règles très, très, très strictes. Et la première règle, c'est on ne juge pas le patient. La deuxième règle, c'est que... alors c'est très simple, c'est que
dit Winnicott, on doit être d'une honnêteté scrupuleuse. Ne pas mentir. Nous sommes d'une honnêteté scrupuleuse. Nous ne mentons pas. Nous disons que nous ne savons pas quand nous ne savons pas. Une personne malade ne supporte pas que nous ayons peur de la vérité. Si nous en avons peur, autant choisir un autre métier. Autant choisir un autre métier. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire, c'est un autre sujet, qu'il faut dire la vérité si elle détruit le sujet. Mais il faut qu'il y ait cette confiance dans l'honnêteté du médecin. Il y a aussi, évidemment, le respect des règles, le respect du cadre. Winnicott a écrit beaucoup de textes sur la technique psychanalytique et il disait, comme tous les psychanalystes, comme Freud, et certains s'en moquent de ces cadres, mais c'est extrêmement important. On définit la durée de chaque séance, on définit un certain rythme et on s'y tient. Et il dit aux médecins, ces aspects-là ne sont pas secondaires, mais ils sont fondamentaux. Et ils sont fondamentaux aussi pour une raison très importante, et là aussi on est assez loin de Jung, c'est parce qu'ils maintiennent non pas seulement le contact, mais la distance avec le malade. Curieusement, Winnicott, qui est un grand penseur non seulement de l'amour, mais de la haine, Winnicott sait qu'il faut pas, il faut avoir peur du contre-transfert aussi, c'est-à-dire et même du transfert lui-même, c'est-à-dire qu'il faut maintenir. La psychanalyse, contrairement à ce qu'on croit, n'est pas du tout une fusion, c'est aussi une distance. Et Winnicott, dans d'autres textes, là c'est pas dans ce petit texte, dit clairement, quand je dis à mon patient que la séance est terminée, je lui signifie que je ne l'aime pas au sens de l'amour qu'il connaît dans sa vie, que je l'aime professionnellement pendant, mettons, 45 minutes. Je l'aime parce que c'est mon métier. Il peut tout me dire pendant 45 minutes. Et quand je dis maintenant c'est fini, il comprend qu'en même temps, il y a une distance. Donc il faut mesurer ce jeu, on pourrait dire, de l'amour et de la haine, de la relation et de la distance. Ça peut être insupportable, mais c'est cette clarté, cette honnêteté à l'égard du patient. Voilà, donc bizarrement, voilà un psychanalyste qui dit à des médecins non psychanalystes, dans une église, qu'il faut respecter des règles, y compris des règles qui marquent de la distance. Et que c'est cette distance clairement marquée qui va permettre la relation. Mais bien sûr, il faut aussi entrer dans la subjectivité d'autrui. Il faut donc être capable de le comprendre. Et autant il faut mesurer des ambivalences, autant il faut être capable d'entrer dans l'esprit d'autrui. Alors il faut mesurer l'ambivalence, là aussi ça rejoint ce que disait Cynthia, c'est-à-dire que le psychanalyste sait qu'il n'est pas médecin uniquement par bienveillance, que lui-même peut être travaillé par de la haine ou de la cruauté. Donc il le sait, il en a conscience. La cruauté intervient forcément dans notre travail, dit-il. Il reconnaît que tout médecin a une dimension possible dans sa propre profession. Mais pour ce qui est d'assouvir sa cruauté, nous devons nous tourner vers la vie elle-même et ne pas assouvir cette cruauté dans nos relations professionnelles. Il n'y a pas de place pour l'esprit de vengeance dans notre métier. Je pourrais bien sûr vous raconter des actes de cruauté et de vengeance commis par des médecins, mais ce genre de pratique n'est pas difficile à discréditer. Et en revanche, il faut pouvoir s'identifier au malade. Et c'est la dernière chose qu'il dit, c'est pas du tout la première, mais c'est la dernière chose. C'est la dernière chose, c'est évidemment quand même d'être capable d'entrer en imagination, dit-il, dans la subjectivité du malade. C'est un signe de santé d'esprit que de pouvoir pénétrer en imagination avec exactitude dans les pensées, les sentiments, les espoirs et les peurs de quelqu'un d'autre, mais aussi de permettre à cet autre de procéder pareillement avec nous. Et il faut donc savoir jouer au jeu des identifications croisées. Lorsqu'on sélectionne les étudiants en médecine, dit-il, donc il donne un conseil aux facultés de médecine, on devrait pouvoir prendre pour critère la capacité de se livrer à ce que j'appelle les identifications croisées, se mettre à la place de l'autre et permettre à l'autre d'en faire autant. D'ailleurs, ça revient aujourd'hui, on en parlera dans la chaire d'ailleurs, il me semble, dans certaines expériences de mise en situation qui interviennent maintenant dans les études médicales, où on apprend à l'étudiant en médecine de se mettre à la place du malade, ou dans un jeu de rôle,
le malade va aussi se mettre à la place du médecin, hein, dans certaines décisions, pour que chacun comprenne la position de l'autre. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, ici, Winnicott nous dit il y a des règles très simples pour respecter ces choses très profondes. Ce sont des règles professionnelles que la psychanalyse a définies parce qu'elle était obligée de le faire. Et même si vous pensez que la psychanalyse est dans l'erreur, vous pouvez tirer de cette technique qu'elle a dû théoriser, hein, des bienfaits pour la pratique médicale. Il y a évidemment d'autres psychanalystes qui ont fait ça. Le plus célèbre, en fait, au XXe siècle, c'est pas Winnicott, c'est Balint, hein, psychanalyste hongrois, qui a théorisé la méthode Balint, qui est devenue aussi pour les médecins, au fond, assez proche. En un certain sens, c'est proche. Mais dans ce texte, Winnicott joue sur le paradoxe vraiment parce qu'il dit c'est vraiment, nous sommes dans la relation extérieure. Ne vous trompez pas, n'ayez pas peur de la psychanalyse. Vous en avez une image un peu fausse. En fait, ce qu'elle nous apprend, c'est les règles que nous pratiquons intuitivement dans la vie, mais que la psychanalyse a été obligée de théoriser. Parce que nous savons, dans l'amour, dans l'amitié, nous savons qu'il y a des règles pour la préserver. Nous savons que c'est fragile, en fait. Nous savons qu'aimer quelqu'un, le comprendre, c'est respecter des règles, que si dans une conversation, on parle que de soi, ben c'est fini. Si dans une conversation, on n'écoute pas l'autre, ben voilà, l'amour et l'amitié, c'est même plus possible. On n'a pas besoin de le théoriser. En principe, c'est intuitif, c'est ce qu'on appelle l'éducation, l'expérience. Bon. Mais il y a des gens avec qui on peut... Le psychanalyste, il est obligé, encore une fois, professionnellement, il est obligé de théoriser pour réparer aussi la subjectivité d'autrui, qui est quand même fragilisée. Il est obligé de théoriser ce qui, dans la vie, est fait plus ou moins intuitivement. Et d'ailleurs, c'est le troisième temps du texte de Winnicott, parce qu'il dit, et c'est là qu'il redevient psychanalyste, mais juste à la fin, il dit, au fond, ce que je viens de vous décrire, la fiabilité du médecin, le cadre, au fond, c'est ce qui est présent dans les premiers soins de la vie, c'est ce que fait la figure maternelle, la mère, avec l'enfant. Et donc, le soin primaire aussi est défini sur cette fonction. La première chose que fait la mère, c'est juste d'être là quand l'enfant a besoin de lui, et d'une manière qui certes est très particulière, puisque Winnicott est le théoricien de ce qu'il a appelé la folie maternelle primaire. C'est ce moment qui doit être très provisoire dans la vie, où le bébé étant totalement dépendant, la mère est totalement soignante. Elle est fiable à la mesure d'une dépendance qui est absolue. Donc elle oublie tout le reste, et pendant le premier temps de la vie de l'enfant, elle est dans ce qu'on pourrait appeler l'amour fou au sens technique, c'est-à-dire elle ne pense qu'à son enfant dès qu'il a... Bon. Ce temps doit cesser, dit Winnicott, qui en a fait la théorie, c'est justement de la théorie après de l'objet transitionnel, du doudou, de tout pourquoi il est célèbre. Et l'objet introduit une distance, et la mère n'est plus présente qu'à distance, au fond, et permet à l'enfant de devenir lui-même. Et le psychanalyste définit un cadre, il part de l'extériorité, lui, il n'est pas la mère, mais le problème du psychanalyste, c'est justement qu'à partir de l'extérieur, il doit reconstituer un peu l'intérieur fragilisé. Ce que dit Winnicott, c'est que pour permettre à l'enfant de revivre la dépendance primaire quand elle s'est mal passée, il faut justement lui permettre de la revivre sans prétendre être sa mère, mais en reconstituant un cadre où il a entièrement confiance. Un cadre dont la confiance ne soit plus dans l'amour maternel, mais dans le cadre, dans la règle de la pratique, en fait. C'est-à-dire le rendez-vous de telle heure à telle heure. Ça joue le rôle de substitut de la fiabilité absolue qui, dans la vie, en fait, est tenue par l'amour maternel. C'est très compliqué parce qu'il s'agit de construire artificiellement par une technique un cadre où le sujet se sente aussi en confiance que dans l'amour absolu. Et en fait, dit Winnicott, c'est possible. Très, très curieux, c'est qu'il dit c'est possible. Et c'est possible à deux conditions, c'est-à-dire ne pas se contenter d'un cadre technique dominateur, hiérarchique, médical au sens classique du terme, mais ne pas non plus confondre son rôle avec celui de l'amour ou de la mère ou de l'ami ou de l'amant. C'est-à-dire c'est un cadre qui reste professionnel. Ce qui est très compliqué, c'est d'instituer professionnellement quelque chose qui relève de la subjectivité la plus profonde. Et donc ce qui est intéressant, c'est que là on a deux versions d'un même problème. Comment compléter la médecine objective? Comment accéder à la subjectivité? Et là vous en avez un qui dit on va y accéder par une sorte de prise en compte de la part d'ombre, une prise en compte quand même assez
je dirais, intuitive. Je ne sais pas s'il dirait empathique, Cynthia va nous dire, etc. Mais chez Winnicott, là, dans ce texte, pour des raisons stratégiques aussi, il dit non, c'est d'abord, voilà, c'est de notre cadre. Et le point important, c'est qu'encore une fois, l'importance de ce cadre et de cette confiance subjective et de la manière dont on y joue sa propre subjectivité pour accéder à celle de l'autre n'est pas réservée à la psychanalyse. C'est présent dans n'importe quelle relation de soins. Et on pourrait même généraliser, c'est présent dans n'importe quelle relation humaine, même dans un cadre professionnel, même dans un cadre d'enseignement, où il ne faut pas être le parent de ses élèves, mais en même temps, il faut quand même qu'ils aient confiance dans le sens. Donc d'abord, il faut être à l'heure, il faut faire bon, à peu près, quoi. Et à peu près. À peu près, quand même, parce qu'il faut justement marquer la distance. Et, et puis, après, faut... Voilà. Bon, on va pas faire la on va pas se... Mais quand même, c'est vrai que c'est important. Je pense d'ailleurs, Freud disait il y a 3 métiers impossibles, le médecin, l'enseignant et le politique, hein, le gouvernant. C'est des métiers impossibles parce qu'en fait, il s'agit d'instituer des relations qui, en fait, sont subjectives, sont pleines de violence, d'affect, etc. Comment faire confiance à quelqu'un qui doit vous soigner, vous enseigner ou vous gouverner, hein? Quelqu'un qui, en plus, est dans une situation, en principe, de pouvoir, et donc qui peut aussi être dans la violence, qui peut aussi, qui a ses affects, hein. Donc il faut des règles, et bizarrement, ces règles, alors les médecins les ont toujours un peu théorisées, hein. Il y a, par exemple, le serment d'Hippocrate, et puis la psychanalyse, en fait, est dans cette grande tradition-là. Et d'ailleurs, en un certain sens, hein, je m'arrêterai là, on peut dire la psychanalyse retrouve la base du serment d'Hippocrate, hein. Le serment d'Hippocrate, c'est presque la règle de Freud. En fait, c'est vraiment très proche. On en avait parlé, je crois, dans une séance. C'est-à-dire le paradoxe, la première règle de l'éthique médicale de tous les temps, elle ne concerne pas la médecine, en fait. Parce que le serment d'Hippocrate, il ne porte pas sur la médecine. Il dit juste, le serment d'Hippocrate, que le médecin qui aura vu l'intérieur de la maison du malade ne trahira pas. Donc il définit une règle de confiance, en fait. Et de confiance qui n'est pas strictement médicale, qui est une confiance humaine, je dirais, et qui se traduit par effectivement une règle quasiment de droit, mais sur un truc qui peut être très profond. C'est-à-dire, si le médecin sort de chez le malade et trahit non seulement sur la maladie, mais sur un autre aspect, il peut dire, voilà, j'ai été chez lui, en fait, il a 12 femmes, 25 enfants, c'est horriblement mal tenu, etc. Il n'est pas médecin. On ne peut plus avoir confiance en lui. Et ça pose d'énormes problèmes qu'on avait un peu abordés dans des questions de déontologie et de limite de secret d'Hippocrate, du serment d'Hippocrate aussi. Mais dans quel cas doit-on parfois transgresser le serment d'Hippocrate? Aujourd'hui, c'est une question très compliquée en déontologie médicale, etc. Je crois qu'on en avait parlé dans une séance. C'est un médecin qui, confronté pour préserver la vie d'autrui, par exemple, s'il a un malade qui dit qu'il veut contaminer quelqu'un d'autre ou tuer quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'il fait? Bon, c'est des cas compliqués, mais la base, c'est que c'est des cas exceptionnels et que la règle, c'est que c'est la confiance. Et donc, en fait, très curieusement, le texte de Winnicott, qui est à la pointe de la psychanalyse du XXe siècle, il rejoint le serment d'Hippocrate, c'est-à-dire la subjectivité est présente dans la médecine, dans tous les actes médicaux. Et il faut donc la régler. Et le médecin est un sujet comme les autres, il peut avoir envie de profiter de sa position, de trahir, de mentir, de faire des tas de choses. Mais il peut aussi faire l'inverse, et quand il fait l'inverse, il fait vraiment de la médecine. Oui, je vais revenir précisément un peu sur des perches lancées par Frédéric. Revenir sur un instant tout de même, un petit texte sur ce que tu as appelé en parlant de Winnicott sur la fragilité du médecin, sur la question des ombres, et reprendre un texte, La guérison psychologique, un texte de 53 qui nous explique cela. Revenir sur la question de la neutralité, l'absence de jugement moral, et qu'est-ce qu'en dit Jung spécifiquement dans un texte de présent et avenir, et c'est très intéressant. Quelle est la bonne distance? La controverse, entre guillemets, chez Jung, c'est quid des limites entre connaissance et compréhension, jusqu'où la compréhension?
hein, jusqu'où on doit aller. Et c'est très intéressant parce qu'effectivement, il y a une distance à préserver, sinon est mise à mal le soin, précisément. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. Et puis, si on a un petit peu de temps, vous dire quand même quelques mots de cette individuation. Et puis, dernier point, je ferai comme tu as parlé de la mère de Winnicott, reprendre un petit poème de Winnicott, de Tree, et qui nous permet à la fois de parler de la mère de Winnicott et en même temps de définir pourquoi l'on devient psychanalyste, si j'ose dire. Parce que je suis Winnicott. Il y a un feuilleton ici. Non, je vais suivre. Non, je le suis. Non, parce que les gens rigolent. Je suis Winnicott. Ah oui, pardon. Non, je suis pas Winnicott. Je suis. Non, je suis Charlie. Je suis. Quoique, franchement, on peut être. Je suis dans le sillage. Et voilà. Bon. Allons-y. Donc, sur la fragilité et sur les parts d'ombre des uns et des autres. Alors, l'ombre, pour revenir un petit peu, ce n'est pas... c'est, comment dire, ce qui est... Alors, ça correspond effectivement à cette part obscure de la conscience qui échappe à l'individu. Je cite Jung dans un texte de 1944, Psychologie et alchimie, tout individu est suivi par une ombre, mais moins celle-ci est incorporée à sa vie consciente, plus elle est noire et épaisse. Et donc ce principe ombrageux, il est constitutif de tout individu adulte, qu'il soit malade ou qu'il soit médecin. Et dès lors, il est impératif pour Jung que le médecin, qui a l'exigence de guérir le malade, ait non seulement conscience, on l'a dit tout à l'heure, de la part d'ombre de ce dernier, mais également de ses propres failles psychiques. Je dis ça par rapport à la question de la fragilité commune. Et ça, je pense que c'est un geste totalement ignoré, cette fragilité commune, et même considérée comme défaillante d'une certaine manière. Et je poursuis, si le médecin reste ignorant de sa propre ombre portée, il ne sera pas apte à déceler la maladie chez le patient, mais pire, d'une certaine manière, dit Jung, et vous vous souvenez du nosocomial, on l'a souvent, on en avait parlé au tout début avec Frédéric, le nosocomial institutionnel, etc. On y est revenu sur le nosocomial, non pas simplement matériel, physique, mais psychique. Et là, on est un peu dans le nosocomial psychique. Il pourra le contaminer davantage. Et je cite, c'est dans la guérison psychologique, texte de 53, il est aisé de comprendre, et ceci est confirmé d'innombrables fois par l'expérience, que le médecin ne percevra pas chez son malade ce qu'il ne décerne pas en lui-même, ou au contraire, qu'il ressentira exagérément, qu'il favorisera chez son vis-à-vis ce à quoi il a lui-même tendance de façon incontrôlée et qu'il vouera aux gémonies chez son interlocuteur ce qui, gênant ou pénible en lui-même, est condamné en son fort intérieur. De même qu'à bon droit, on exige du chirurgien, c'est pour ça que vraiment la métaphore nosocomiale est vraiment intéressante, de même qu'à bon droit, on exige du chirurgien que ses mains ne soient point infectantes. On ne peut pas être plus explicite. De même, il faut maintenir avec insistance l'exigence que le psychothérapeute, mais entendons-le là aussi de façon plus vaste, ait vis-à-vis de lui-même suffisamment d'autocritique pour pouvoir l'exercer à bon escient chaque fois qu'il y aura lieu. Car on ne l'oublie que trop souvent, le malade vient pour être traité et non pas pour fournir l'occasion de faire valoir ou de vérifier de belles théories. Donc on revient encore à cette histoire que le faire valoir de la théorie, c'est résolument du manque de soins et
bien évidemment, là encore, on a ce nosocomial qui n'est pas simplement l'effet malencontreux d'une institution en manque de soins pour elle-même, hein, mais là aussi dans le manquement d'un médecin par rapport à des dimensions plus psychiques et notamment aussi plus symboliques. Bon, donc ça c'était le premier point sur cette fragilité, conscience commune de ne pas porter sur autrui ses propres projections négatives dans un premier temps. Le deuxième point qui est très intéressant, c'est dans présent et avenir, et qui renvoie sur le jusqu'où la juste compréhension. Et donc je cite, dans la mesure où naît et s'amplifie ce que malades et médecins ressentent comme étant de la compréhension. La situation et l'interrelation subjective de façon croissante. Très bien. Et ainsi, ce qui était au début un avantage menace de devenir un inconvénient plein de dangers. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il poursuit. Dans la mesure où la compréhension s'approfondit, la distance, le gouffre s'élargit entre ce qui est compréhension et ce qui est connaissance. Une compréhension idéale, en définitive, ce serait une acceptation totale de l'autre, que l'on accompagne dans ses démarches vitales, dans le vécu duquel on se glisse et on se fond, ou en magnifiant la subjectivité et en abandonnant toute référence critique de responsabilité sociale. Une compréhension de cette sorte, qui irait si loin, est naturellement impossible car elle exigerait l'assimilation mutuelle et réciproque de deux individus. Ce qui est dit là aussi, c'est que pour qu'il y ait véritablement soin, il faut qu'il y ait préservation des deux individuations. À partir du moment où le médecin est en défaillance par rapport à sa propre individu, en fusion, il s'oublie. C'est possible. C'est même, on a ces phénomènes réguliers d'épuisement par la meilleure des intentions. Hein. Précisément, on met en danger le traitement. Tôt ou tard, la relation des deux êtres arrive à un point où l'un des partenaires se voit obligé de sacrifier sa propre individualité et de se laisser assimiler par l'autre. Hein, donc on est vraiment ça. C'est sur cette conséquence inévitable qu'engendre sa nécessité que vient se briser la compréhension, car la compréhension réciproque présuppose le maintien et la conservation intégrale de l'individualité des deux partenaires. Okay. En conséquence, il est souhaitable de ne pousser la compréhension du partenaire que jusqu'au point où est atteint un équilibre entre compréhension et connaissance. Une compréhension à tout prix nuit aux deux partenaires, aux soignants et aux soignés, et donc met en danger le soin. C'est même mis un petit peu plus loin, hein, mettre ainsi inutilement en danger le but même du traitement. Je sais pas si on ne peut pas être plus clair sur ce jeu de cette distance complexe à trouver entre compréhension, pour reprendre le terme utilisé par Jung, et connaissance. Autre point, oui, vas-y, oui, tout à fait, oui, vas-y, oui, tout à fait. Non, parce que ce qui me frappe, c'est que Winnicott dirait plein de choses comme ça. Ce que dirait Winnicott, c'est préserver le rapport entre en fusion et distance. C'est peut-être pas tout à fait comme ça, mais je dis juste un mot, hein, parce que oui, bien sûr. Pas t'interrompre, mais c'est intéressant parce que lui, je pense qu'il dirait, en fait, il faut des moments de compréhension absolue comme ça qui permettent la régression aussi du sujet vers cette fusion. Mais dans un cadre qui permet la distance. Tu vois, si le cadre est explicitement professionnel, on peut avoir des moments de compréhension.
le risque, il est bien vu des deux côtés, mais la réponse n'est pas la même, je pense. Alors, j'ai pas le texte où Jung dit ces choses-là. Je pense que c'est pas impossible vu l'expérience jusque boutiste qu'on peut aussi trouver chez Jung, qu'il dirait ça. Mais en revanche, ceux qui disent, et on a vu ça la semaine dernière avec l'antipsychiatrie, et là, dans l'expérience de l'antipsychiatrie, que ce soit Laing, que ce soit Cooper, résolument, le soin et ce qu'on appelle chez eux la compréhension, c'est ce que tu viens de dire, c'est-à-dire le mouvement, c'est dans Raison et violence, le texte de Laing et de Cooper, où ils reprennent d'ailleurs une définition qui est très intéressante de l'individuation en disant c'est se trouver continuellement en dehors de soi-même vers. Voilà, quand on se demande ce que c'est que l'individuation, cette espèce de tension vers autrui, et qui est une sorte de principe dynamique premier. Et donc on est bien évidemment, et c'est tout à fait, on le retrouve aussi chez Jung, une grande différence entre l'individuation et l'individualisme, où précisément l'individualisme est toute une notion de repli. Mais je cite là le texte, le mouvement de la compréhension est simultanément progressif vers le résultat objectif et régressif remontant vers la condition originelle. Donc là, on est plus spécifiquement dans cette danse avec progression et régression. Là encore, pour poursuivre ce qu'avait dit tout à l'heure Frédéric sur la neutralité, sur le fait de ne pas être un moraliste, etc., là aussi des passages de Jung très éloquents. D'abord sur, très clairement, la même chose. C'est pourquoi la thérapie qu'il exerce, et là il explique comment le médecin doit s'occuper des malades. C'est pourquoi la thérapie qu'il exerce exige de lui, du médecin, qu'il ait répudié tous les préjugés et tous les a priori. Et par exemple, dans cette perspective, de même, il considérera avec respect les convictions et les affirmations métaphysiques de son patient. C'est-à-dire qu'il ne juge pas le rapport qu'a son patient. Imaginons il est superstitieux, imaginons il a telle confession. Et ça, ce n'est pas, il n'est pas dans un jugement, une valorisation, une dévalorisation. Mais ce que j'adore, c'est l'expression qu'il utilise ici, le mot qu'il utilise. Et il parle même d'une certaine forme de prudence, et pas simplement de neutralité. Mais il dit, voilà, le médecin ne doit pas en surajouter. Il doit laisser le développement intérieur se faire à leur contact, aider un sujet dans le sens le plus général, etc. Et un petit peu plus loin, il dit que, voilà, il y a toujours des influences sans cesse. Le monde est un lieu d'influence. C'est-à-dire que même quand le médecin ne veut pas juger, il juge. En fait, pourquoi ? Parce que ça le précède d'une certaine manière. Ça le précède, non pas lui, il ne veut pas juger, mais la représentation qu'a le malade du médecin fait que de toute façon, le médecin, même avec la meilleure des intentions, va pas pouvoir échapper à ce qui le précède comme c'est le rôle du médecin. Donc déjà, il est censeur. C'est pour ça qu'il dit, n'en rajoute pas. Ne sois pas dans le fait de surajouter, puisque précisément, voilà, elle comporte l'affrontement de deux individus, au cours duquel, même si le médecin fait preuve du plus grand tact et de la plus grande réserve, s'insinuent des influences et des efficacités réciproques de la plus haute importance. Dès lors, un médecin conscient de ses responsabilités fera de son mieux pour ne pas augmenter de façon superflue le nombre des influences collectives auxquelles son malade de toute façon n'a été que trop soumis. C'est-à-dire que, donc de fait, il n'est pas non plus dupe du fait qu'on peut se libérer des représentations qui nous précèdent en tant que médecin, patient, etc., etc. Et ça, c'est intéressant parce que voilà, c'est pas simplement surjouer l'empathie,
presque pas. Parfois, c'est voilà, être aussi dans cette question de distance, ne pas trop en faire, ne pas en surajouter, ne pas en surajouter. Et déjà là, c'est aussi du soin. Je trouve que c'est vraiment pour le coup une formule tout à fait intéressante. Bon, tu veux dire quelque chose? Ça rejoint l'éducation négative de Rousseau, c'est-à-dire le bon Oui. éducateur, c'est qui ne fait rien. Oui, tu as totalement raison. Et puis dernier point, bon alors comme d'habitude, alors rendez-vous parce qu'on faisait une séance, nous l'avions dit finale, hein, avec Frédéric, mais non finale arithmétiquement parlant, puisqu'on en a encore une la semaine prochaine. Alors je dirais 2-3 mots la semaine prochaine. Il y aura une espèce de séance voiture-balai la semaine prochaine de tout ce qu'on n'a pas fait. Non. Oui, on lance les trucs et on fait une nuit à l'Hôtel-Dieu. Quoique c'est possible puisqu'on est très tranquille le soir ici. Tous ceux qui viennent parfois à la chaire savent qu'on est peinard. Mais bon, non, je dirais quand même quelques mots de l'inconscient collectif, de la fameuse persona. Je voulais dire quelque chose sur le faux self. Donc rendez-vous la semaine prochaine, on dira un petit peu quand même quelque chose sur le faux self, puisque c'était une manière de faire dialoguer la persona de Jung avec le faux self. Oui, on a un petit peu de temps, mais je voudrais dire un truc sur le tree. Et puis parce que c'est quand même très très beau, enfin très beau. C'est ce petit poème de Winnicott, d'une certaine manière, qui voilà, où il va décrire même si bien évidemment on sait faire la différence entre le moi de l'œuvre, parce que là c'est de l'œuvre, et puis le moi biographique, mais c'est vrai que en psychanalyse c'est encore plus compliqué. Mais très clairement, on pose en tout cas que alors voilà comment dire le petit poème. Ma mère sous l'arbre pleure, pleure, pleure. C'est ainsi que je l'ai connue un jour, étendue sur ses genoux, comme aujourd'hui sur l'arbre mort. J'ai appris à la faire sourire, à arrêter ses larmes, à abolir sa culpabilité, à guérir sa mort intérieure, la ranimer me faisait vivre. Bon. Et de fait, avec toute la théorie ensuite du holding, de la réparation d'une défaillance maternelle et en même temps de quelque chose, d'un lien très très fort avec sa mère. Et c'est intéressant parce que l'arbre, là aussi on y reviendra, dans les racines de la conscience, l'arbre c'est un des grands archétypes du soi. Hein, c'est quand on veut, dit Jung, définir ce qu'est le soi, hein, le phénomène de croissance du soi, on dessine un arbre. Et l'arbre ou le mandala dit précisément l'éveil, dit précisément le soi en croissance. Et Winnicott avait avancé le fait que les psychanalystes sont d'anciens enfants, hein, qui précisément dans leur enfance ont dû, pour vivre ce lien avec l'un des parents, avoir recours à la création d'une capacité chez eux qui sera, d'une certaine manière, la matrice de ce qu'ils développeront plus tard avec leurs propres patients. Et c'est ce que raconte ce petit poème notamment. Bon. Alors oui, moi j'ai une traduction un peu pourrie, mais... Alors moi j'ai, vas-y, ma mère sous l'arbre pleure. Ouais, toi tu as quoi? En dessous, mère est en larmes, en larmes, en larmes. Ainsi l'ai-je connue, une fois, allongée sur ses genoux, comme à présent sur l'arbre mort. J'ai appris à la faire sourire, à contenir ses peurs, à se défaire de sa culpabilité, à guérir sa mort intérieure. La rendre vivante était ma vie. Voilà, la rendre vivante était ma vie. Faire la ranimer. La ranimer me faisait vivre. Voilà, bon.
Donc voilà, un petit peu, quelques points. Il est 25, le mot de la fin. Ah, on va discuter de toute façon. Et tu veux terminer? En fait, je pense que c'est bien qu'on Alors, commence en discutant. on ouvre et puis On a croisé des thèmes très proches. et puis C'est on. bien de prolonger en discutant. Oui, oui, on a un micro qu'on fait tourner maintenant, et là, en piste.